Nous autres Français, nous avons, c'est bien connu, la géographie incertaine et l'histoire près du bonnet, mais enfin notre incertitude ne va pas jusqu'à ignorer que la Bulgarie fait partie des Balkans, qu'elle voisine plus ou moins cordialement, selon les siècles, avec la Roumanie, la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, qu'elle respire à l'est le vent salé de la mer Noire, et qu'elle aide ces démocraties populaires avec lesquelles, depuis le dégel de la guerre froide, la France a renoué des liens d'amitié autrefois passablement détendus et embrouillés par la chorégraphie militaire des guerres mondiales. Le grand boulevard de la Bulgarie du Nord, son plus beau tronçon de périphérique, c'est le Danube, sur lequel une abondante flottille offre chaque jour aux excursionnistes les joies modérément aventureuses de la navigation en eau plate. Belogradchik est l'un des sites les plus célèbres de Bulgarie. C'est un chaos de roches friables, atteignant parfois une centaine de mètres de hauteur, entassées, ajourées, pétries en formes irréelles, dont chacune a sa légende, à laquelle l'histoire fait semblant de ne pas croire, crainte de se laisser entraîner dans la féerie. On raconte par exemple qu'il existait jadis en ce lieu un monastère où vivait une religieuse d'une si grande beauté qu'un chevalier s'est pris d'elle, et contre toute morale chrétienne et chevaleresque voulut l'entraîner hors de son couvent. Au moment où elle allait en franchir le seuil, le monastère s'enfonça dans la terre d'où surgirent aussitôt les géants de pierre que l'on voit encore monter la garde aujourd'hui sur le lieu de cette tentation vaincue pour une fois par la nature elle-même. Un autre rocher couvert de pervenches et d'une sorte de perruque blonde est tout ce qui reste d'une malheureuse jeune femme qui avait dû se précipiter du haut d'une forteresse disparue pour échapper aux Turcs disparus également. Sous les vestiges d'un château fort à 25 mètres de hauteur, un artiste inconnu du 8e siècle a sculpté ce chevalier suivi d'un lévrier et clouant au sol un félin qui est peut-être un félin ou un diable ou la représentation d'un ennemi vaincu. C'est le cavalier de Madara. Les inscriptions à demi effacées ne permettent pas de ranger cette belle illustration dans le catalogue des faits d'armes, des histoires de chasse ou des allégories. Nessebre, à 100 km au sud de Varna, est une presqu'île où les Thraces ont été les premiers à fonder une ville successivement remaniée avec plus ou moins d'énergie par les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Osmanlis. Nessebre doit sa célébrité à ses églises byzantines du 5e siècle, à ses vieux monuments de style bulgare primitif, à ses innombrables peintures, mosaïques, icônes, ornements sacrés, objets d'art, produits par toutes les civilisations thraces, grecques, byzantines ou slaves qui se sont rencontrées, heurtées, parfois détruites, entre les montagnes de ce carrefour d'influence. C'est à Nessebre, les Bulgares me pardonneront de prononcer le nom de leur ville-musée à la française, que l'on voit comment, dans quel décor plein d'humanité vivait la Bulgarie des temps anciens. Encorbellement de bois, balcons fleuris, cours ombragés de figuiers, lanternes ouvragées, toitures hospitalières aux mouettes, intérieur d'une simplicité robuste et délicate.
Tarnovo. C'est ici que la Bulgarie a recommencé pour la deuxième fois par l'insurrection des seigneurs féodaux dressés contre la domination de Byzance. Tout ici parle de résistance, de guerre, de volonté de puissance dans le langage épais du rempart, de la tour d'angle, de l'observatoire, du pont-levis, du chemin de ronde et de la masse fortifiée à travers laquelle les ruelles de la vie quotidienne se feraient un étroit passage. Mais là encore, d'admirables églises, d'indestructibles fresques manifestent la longue vitalité d'un esprit religieux riche en témoignages de prix. Et tout cela, comme vous allez le constater dans un instant, d'un seul regard peut se contempler du haut de la pacifique terrasse d'un ancien château fort, où l'huile bouillante réservée aux assaillants d'autrefois ne sert plus qu'à faire frire le poivron farci. C'est encore une ville musée, où l'on voit aussi ce que l'on ne voit pas toujours dans tous les musées, de ravissants enfants qui sourient en mangeant des pastèques. Construite comme la ville éternelle sur cette colline, Plovdiv est le lieu de rendez-vous multiséculaire de l'Orient, de l'Occident et de l'Afrique, qui sort quelquefois de chez elle en enjambant la Méditerranée. Là encore, on trouve rassemblé dans l'espace relativement exigu concédé par la montagne tout ce que la conquête n'a pas emporté dans son reflux, tout ce que la guerre n'a pas dérobé aux œuvres de la paix, et tout ce que la liberté n'a pas dû sacrifier à l'indépendance. Quant au nom de la ville, qui a changé, si j'ose m'exprimer ainsi, autant de fois qu'elle a changé de propriétaire, ce sont les Slaves, en l'appelant Plovdiv, qui ont eu le dernier mot. Et nous avons une raison supplémentaire de nous intéresser à cette autre ville musée. Elle a su retenir quelque temps Lamartine, retour d'un fameux voyage en Orient. Les Bulgares ne l'ont pas oublié, ils ont gravé son nom dans le marbre, qui est la fiche de séjour des poètes. Et voici, au terme de l'excursion, au creux d'une gorge profonde de la montagne de Rila, le plus grand monastère des Balkans. Énorme château fort qui s'allège de salle en salle pour finir dans la finesse idéale d'une profusion décorative qui est l'expression merveilleusement imagée de sa vie intérieure. Combien de fois a-t-il été détruit, rebâti, incendié, reconstruit? La magie rythmique de la répétition, l'allègement de la polychromie, l'essor contrôlé des voûtes, la sphère captive des multiples coupoles, la délicatesse d'une ornementation qui surabonde en fleurs et en oiseaux, sans parler des angelots qui viennent jeter un coup d'œil sur la création, tout contribue à l'unité de l'immense monument
où l'amour de l'art a su éviter la disjonction des styles et les initiatives hasardeuses de la Restauration. La principale richesse du monastère est son iconostase merveilleusement ouvragée, mais ce qu'elle contient de plus émouvant est peut-être la croix en bois sculptée au XVIIIe siècle par le moine Raphaël, qui consacra 12 ans de sa vie à tailler ces 15 500 détails parfois minuscules et y perdit la vue. Mais je m'aperçois que je vous aurai beaucoup parlé des richesses de la Bulgarie ancienne et que je ne vous aurai rien dit des Bulgares. Ce sera pour la prochaine fois. Les Bulgares sont hospitaliers, ils nous attendront gentiment.